Alors nous sommes maintenant en mesure de définir l'intégrale sur un segment AB d'une fonction en escalier. Donc on se donne phi, une fonction en escalier sur un segment AB, et on se donne une subdivision adaptée à phi. Donc par définition, sur les intervalles xk, xk plus 1 envers, la fonction phi est constante, et on note lambda k cette constante. Alors, donc on va appeler, pour l'instant, c'est une définition provisoire, intégrale de la fonction phi par rapport à la subdivision sigma, la somme des lambda k, xk plus 1 moins xk. Donc on va voir que c'est une somme d'aires de rectangle. Si on regarde l'exemple précédent, donc à chaque fois on fait lambda k c'est la hauteur, xk plus 1 moins xk c'est la largeur, on fait hauteur fois largeur. Donc on fait l'aire de ce rectangle, etc., etc. Donc on est en train de calculer l'aire délimitée par l'intervalle, l'axe des abscisses et la courbe de la fonction. Donc comme ici elle est constante par morceau, ça donne une somme d'aires de rectangle. Alors attention, les rectangles qui sont sous l'axe des abscisses, ici on prend la valeur, donc c'était moins 2 fois la largeur, et la hauteur c'est moins 2, donc là on est aire négative. Donc on parle d'aire algébrique, c'est-à-dire qu'on compte avec un plus les rectangles qui sont au-dessus de l'axe, et avec un moins les rectangles qui sont sous l'axe, puisque la notion d'aire telle que définie en troisième, c'était forcément une quantité positive. Donc ici c'est l'aire algébrique. Donc on définit comme ceci l'intégrale de notre fonction en escalier. Alors premier problème mathématique, eh bien c'est que la subdivision sigma adaptée à phi n'est pas du tout unique, il y en a une infinité. Et donc il faudrait montrer déjà que, quelle que soit la subdivision que je choisisse, le nombre qui est à droite du égal est toujours le même. C'est-à-dire il faut montrer que la quantité I sigma phi est en fait indépendante de sigma. Donc on va faire ça. Donc on va montrer que I sigma phi ne dépend pas de la subdivision adaptée sigma. Donc pour ça on s'en donne une deuxième qu'on appelle sigma prime. Et on va montrer que les nombres I sigma phi et I sigma prime phi sont égaux. Alors les éléments de la subdivision sigma on les note avec des x, ceux de sigma prime avec des y. Les nombres de points sont différents. Ici il y a n plus 1 point, ici il y en a n plus 1. Alors pour simplifier, on va d'abord supposer que sigma prime est contenue dans sigma, c'est-à-dire qu'elle est plus fine. Donc on a pris sigma, et entre 2 xk et xk plus 1, on a intercalé encore d'autres points. Donc si on fixe k, la fonction phi elle est constante sur l'intervalle xk, xk plus 1, et elle vaut lambda k. Donc ça c'est pour la subdivision sigma. Pour la deuxième subdivision, on a redécoupé xk, xk plus 1 en sous-intervalles. Donc c'est des sous-intervalles du type YL, YL plus 1, et L varie entre deux bornes qu'on a du mal à préciser. On va dire que L est dans un ensemble IK. Et donc comme phi est constante à lambda k sur xk, xk plus 1, et que cet intervalle est inclus dans celui-ci, sur cet intervalle, phi est encore constante égale à lambda k. Donc si on calcule la portion d'aire qui correspond à cet intervalle par rapport à la subdivision sigma prime, donc la contribution est ici, on fait la somme, la valeur de la fonction fois la largeur entre deux points de la subdivision, pour elle, pour l'instant, dans l'ensemble IK. Donc on obtient ceci. Comme la constante CK ne dépend pas de L, on peut le factoriser dans la somme. Ici on connaît une somme télescopique, donc il va rester les deux termes extrêmes. Alors les deux termes extrêmes, c'est xk, xk plus 1, donc on tombe sur ceci. Donc ça c'est seulement la portion d'aire entre xk et xk plus 1. Pour avoir toute l'intégrale, on fait la somme par rapport à k des deux côtés. Donc si on somme à droite par rapport à k, on obtient I sigma phi, et si on somme à gauche par rapport à k, on obtient I sigma prime phi. Et donc on a bien montré que les deux nombres sont égaux. Alors maintenant on passe au cas général. Sigma et sigma prime sont adaptés à phi, mais sont quelconques. Il n'y en a pas une qui est incluse l'une dans l'autre. Et bien l'idée c'est de faire l'union des deux. Si on fait l'union des deux, c'est encore une subdivision qui est adaptée à phi.
et qui contient sigma et sigma prime. Donc d'après le premier point, I sigma phi est égal à I sigma union sigma prime phi, puisque sigma est incluse dans celle-ci, paille avec sigma prime, et donc, par transitivité, I sigma phi égale I sigma prime phi pour des subdivisions adaptées quelconques. Donc on a bien démontré ce qu'on souhaitait. Donc la quantité I sigma phi, en fait, ne dépend que de phi, et aussi de l'intervalle AB, bien sûr. Donc on pourrait la noter I de phi, et en fait on utilise un symbole intégral, donc un espèce de S allongé comme ça, par rapport à l'intervalle AB, de la fonction en escalier phi, et on n'a plus besoin de préciser la subdivision, puisqu'on obtient toujours la même chose. Donc on en est là, donc le réel I sigma phi, on le note comme ça, intégrale de la fonction phi sur l'intervalle AB. On appelle ça l'intégrale de phi sur le segment AB, donc c'est un nombre. À une fonction, on associe un nombre. Alors géométriquement, ce nombre, c'est l'aire algébrique de la partie du plan délimitée par la courbe de phi, donc ici des paliers, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a x égale b. Aire algébrique, c'est les aires de rectangle situées au-dessus de l'axe des abscisses avec un signe plus, et ceux situés sous l'axe des abscisses avec un signe moins. Alors une remarque qui ne servira que l'année prochaine, c'est que les valeurs prises par phi au point de la subdivision n'interviennent pas quand on calcule l'intégrale. Et donc si on change les valeurs d'une fonction en escalier en un nombre fini de points, on ne change pas la valeur de l'intégrale. Pour ça, vous comprendrez cette remarque l'année prochaine. Mais effectivement, on voit que les points là, qui sont tout seuls, n'interviennent pas dans le calcul de l'aire. Donc ce point, on peut le mettre n'importe où, on obtiendra la même intégrale. Mais ce phénomène ne sera pas étudié cette année. Donc revenons ici. Alors là, je vous ai calculé l'intégrale de la fonction phi de l'exemple. Donc on fait la somme des aires des rectangles, on trouve 13,5. Normalement, pas de souci. Alors ensuite, deux autres exemples, que je vais juste détailler à l'oral. Donc si on prend une fonction constante, elle est en escalier, et une subdivision adaptée, c'est a et b. Donc d'après la définition, l'intégrale d'une fonction constante, c'est lambda fois b moins a. Donc on prend la constante et on la multiplie par la longueur de l'intervalle. Et donc si on prend une fonction nulle, sauf en un nombre fini de points, d'après la remarque précédente, celle-ci là, je vous ai dit qu'on n'allait pas s'en servir, mais là on va s'en servir une dernière fois. Il y a un nombre fini de points, la fonction est non nulle, mais comme on peut changer la fonction d'un nombre fini de points sans changer l'intégrale, on peut en fait supposer que f est nulle tout le temps sur AB. Donc elle est constante égale à 0. Et d'après la remarque précédente, on prend lambda égale 0. On trouve que l'intégrale d'une fonction nulle est nulle. Et donc l'intégrale d'une fonction nulle, sauf un nombre fini de points, est nulle. On va principalement l'utiliser pour dire que l'intégrale de la fonction nulle, c'est 0. Alors, on arrive au théorème principal. Donc on voit que la notion d'intégrale en tant qu'aire, ça va pas être simple. Mais heureusement, on a ces propriétés. Donc ce sont vraiment des propriétés très très importantes de l'intégrale qui vont permettre quand même de faire des calculs, même si en général, on ne va pas donner la valeur des intégrales. Donc première formule très importante, l'intégrale est linéaire. C'est-à-dire que si on prend une constante lambda, l'intégrale de lambda phi plus psi, c'est lambda fois l'intégrale de phi plus l'intégrale de psi. Donc l'intégrale va très bien se comporter par rapport à l'addition. Ensuite, on dit que l'intégrale est positive. Ça veut dire que si la fonction phi est positive en tout point, c'est quel que soit x, alors on est sûr que l'intégrale est positive. Ensuite, l'intégrale est croissante. Si pour tout x, phi de x est plus grand que psi de x, donc c'est pour tout x, ça veut dire que la courbe de phi est tout le temps au-dessus de psi, alors l'intégrale de phi va être plus grande que l'intégrale de psi. Donc ça va être très important. On ne va pas savoir calculer les intégrales, mais on saura les encadrer grâce à ce résultat. Ensuite, pour gérer la valeur absolue, on a l'inégalité triangulaire, qui va dire que la valeur absolue de l'intégrale est majorée par l'intégrale de la valeur absolue.
Donc par positivité de l'intégrale, ce nombre est positif. Et enfin, on va pouvoir découper grâce à la relation de Schall. Donc si on prend un point C dans l'intervalle AB, alors phi est encore en escalier entre A et C, entre C et B, et l'intégrale de phi entre A et B, c'est l'intégrale de A à C plus l'intégrale de C à B. Donc nous allons démontrer ces propriétés. Donc on se donne deux fonctions en escalier sur AB et lambda une constante. Et donc on se donne aussi une subdivision sigma qu'on va supposer adapter à la fois à phi et à psi. On a vu que c'était toujours possible. Alors, premier point, c'est la linéarité de l'intégrale. Donc si on fixe K, les deux fonctions phi et psi sont constantes sur l'intervalle ouvert xk plus 1. Donc on note ck et dk c'est constante. Alors si on fait lambda phi plus psi, elle est encore constante de xk plus 1 ouvert. La constante est lambda ck plus dk. Donc par définition de l'intégrale de lambda phi plus psi, donc on fait la somme des aires des rectangles. Et ici, donc on a lambda qui ne dépend pas de k, et ici un signe plus, on utilise ce qu'on appelle la linéarité du symbole sigma pour couper en deux sommes. Et les deux sommes qui apparaissent, on reconnaît l'intégrale de phi plus l'intégrale de psi. Donc on voit que la linéarité du symbole sigma nous a permis de démontrer la linéarité de l'intégrale. Ensuite, on suppose que pour tout x, la fonction phi est positive. Donc pour tout k, les constantes ck sont positives. Donc si on fait l'intégrale de phi, donc s'il y a une erreur, c'est pas f, c'est phi, la somme des xk plus 1 moins xk ck, ici c'est un nombre positif puisque les xk sont dans l'ordre croissant, et on a supposé ck positif. Et comme une somme de nombres positifs est positive, on obtient que l'intégrale est positive. Troisième point, si on suppose que pour tout x, phi de x est plus grand que psi de x, alors la fonction phi moins psi est en escalier et elle est positive. D'après le point 2, son intégrale est positive. Mais alors d'après le point 1, on peut couper, ça fait intégrale de phi moins intégrale de psi, donc c'est positif. Et donc l'intégrale de phi est plus grande que l'intégrale de psi. Quatrième point, par propriété de la valeur absolue, on sait que tout nombre est compris entre sa valeur absolue et moins sa valeur absolue. Donc on applique cette formule pour phi de x, qui est un nombre, et c'est vrai pour tout x dans A et B. Alors par croissance de l'intégrale, on peut rajouter le symbole intégral devant chaque terme, et à gauche, on peut sortir le signe moins par linéarité de l'intégrale, c'est le point. Donc on arrive à moins intégrale de valeur absolue de phi, plus petit que l'intégrale de phi, plus petit que l'intégrale de sa valeur absolue. Et alors quand on a x compris entre a et moins a, c'est que valeur absolue de x est plus petit que a. Donc ici on obtient que valeur absolue de ce nombre est plus petit que ce nombre. Et on a démontré l'inégalité triangulaire. Cinquième point, c'est la relation de Schall. Donc on ajoute C dans la subdivision sigma, on obtient une nouvelle subdivision sigma prime, et C était rajouté entre deux points qu'on a notés xl et xl plus 1. L est fixé. Donc comme on a rajouté un point, c'est encore une subdivision adaptée. Alors, on coupe en deux, donc de x0 à c, on obtient une subdivision adaptée à phi entre a et c, et de c à xn, une subdivision adaptée à phi entre c et b. Donc si on additionne l'intégrale de a à c plus l'intégrale de c à b, l'intégrale de a à c, donc on fait la somme des aires des rectangles, de xk plus 1 moins xk, ici, et il manque un terme, c'est le rectangle entre c et xl, donc le terme est là, plus c moins xl, donc la distance entre les deux points, et la constante cl. Donc ça, c'est la première intégrale. Deuxième intégrale ici, au départ, il faut calculer le rectangle défini par ces deux points, donc on fait xl plus 1 moins xc, et on reprend cl, et ensuite la somme des xk plus 1 moins xk, ck. Alors, on voit que ces deux termes se regroupent, donc on arrive ici, et d'après la relation de Schall sur les sommes, on va de 0 à. Ici, on reconnaît le terme pour k égale L. Et ici, on repart à L plus 1.
Donc on peut tout regrouper en une seule somme, de 0 à n-1, et là on reconnaît l'intégrale de phi sur l'intervalle AB. Ceci achève la démonstration. Et donc on a démontré nos propriétés fondamentales de l'intégrale. Et comme on a pu le voir, elles viennent au départ des propriétés du symbole sigma, c'est-à-dire de l'addition. Et donc il faut aussi retenir cette idée, c'est que le symbole intégral et le symbole sigma vont avoir des propriétés très proches. Donc intuitivement, on dit souvent que le symbole sigma est une somme discrète et que le symbole intégral est une somme continue.